Salut les bienveilleurs, aujourd'hui une petite révision sur la syntaxe Markdown. C'est la syntaxe qui vous permet de passer d'un fichier texte normal à un fichier texte avec du formatage sans pour cela devoir abandonner le format texte qui est typique d'Obsidian et qui vous permet de récupérer vos données quoi qu'il arrive, que Obsidian survive ou que quoi que ce soit d'autre puisse arriver. Vos fichiers seront dans vos disques durs sous un format texte éditable par n'importe quelle application. Alors une petite révision maintenant pour tenir compte de l'actualité peut-être aussi, et aussi un petit coup de frais sur ces notions-là. En général, on utilise toujours les mêmes. Je vais essayer de faire un parcours le plus global possible, de manière à vous permettre de dompter et de vous habituer à ces syntaxes qui sont parfois un peu particulières. Mais une fois que vous avez travaillé avec intensité, vous allez voir, c'est automatique et ça vient tout seul. Alors, je l'ai fait sous forme d'un exercice pratique Markdown. Alors, pour pouvoir exécuter cet exercice de manière correcte, je vous conseille de faire les configurations suivantes. La première chose, vous allez dans les options. Vous allez voir dans l'éditeur et dans le mode édition par défaut, vous allez rester en mode source. Vous pouvez choisir avec aperçu en direct, ce qu'on utilise tout le temps, mais ici pour voir ce qu'on fait, on va rester en mode source. On ferme les options, on prend le petit menu ici, on clique à droite, ou on clique à gauche, pardon, et on va fractionner vers la droite. J'ai donc le même fichier qui est répercuté de ce côté-ci. Et cette fois-ci, ici, je vais le mettre en mode, je dirais, aperçu, visualisation. Je ne peux rien éditer de ce côté-ci. Et ce que je vais ajouter en plus, c'est que je vais lier avec l'onglet celui-ci avec celui-là, ce qui fait qu'on va monter en parallèle. Ça va être bien pratique pour voir d'un côté ce que je fais et de l'autre côté ce que ça donne. Vous voyez ici par exemple que j'ai collé quelques images pour vous aider à comprendre ce qui se passe et comment faire pour bien configurer cet exercice pour le faire le mieux possible. Et on est parti avec les premiers exercices, on va les faire à la chaîne. Pour transformer cette ligne en titre 1, je fais un dièse et un espace. Si je ne mets pas d'espace, transformer devient un tag. Vous voyez, transformer est ici bien rédigé sous forme d'un titre de niveau 1. Titre de niveau 2, ah non pas, ici on doit transformer en gras. Pour le transformer en gras, je fais une sélection du mot, je fais double étoile et j'ai du caractère gras automatiquement. Je fais CTRL Z, je peux aussi faire commande ou CTRL B qui va le faire, je dirais, à la manière d'un traitement de texte habituel. CTRL Z, et je peux aussi toujours ajouter les deux astérisques à la main. C'est très manuel, mais au moins, je comprends ce qui se passe. Pour le mettre en italique, vous utilisez la solution la plus facile. Je tape un simple astérisque, italique est mis. Transformer en titre 2, je mets 2 dièses à la place de 1 puisque je suis en titre 2. Surligner, là, c'est quelque chose que j'utilise assez peu. C'est un double égal. Et vous voyez que mon AAA est surligné. Pour faire un mot barré, vous sélectionnez le mot. Et c'est moi, je dirais option N sur Mac. À vous de voir sur votre clavier, et j'en mets 2, et vous voyez que le mot est automatiquement barré. Ajouter un séparateur, c'est-à-dire une ligne qui va séparer un corps de texte au-dessus d'un corps de texte en dessous, eh bien vous mettez 3 tirets comme ceci. Le problème, c'est que dans certains formatages et certaines configurations, le fait de mettre 3 tirets en dessous d'une ligne peut transformer la ligne du dessus en titre de niveau 1, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous conseille de prendre l'habitude d'utiliser les 3 étoiles, c'est exactement la même chose, ou alors les 3 tirets bas. C'est exactement la même chose, mais ça, vous n'aurez jamais l'effet de transformer la ligne du dessus en titre. On va le laisser comme ça. Formater une citation, ben voilà, elle est faite, j'ai oublié de l'effacer. C'est un simple tiret, ici je mets un espace, mais il semblerait que l'espace ne soit pas vraiment nécessaire. Je préfère, ça fait plus net pour moi, tout est bien qui finit bien. Voilà ma citation qui est mise en évidence. Afficher un tag sans que cela soit pris pour un tag. Ça, c'est intéressant. Si je tape tag projet, vous voyez qu'il est transformé en tag de projet. Et vous voyez ici à droite que j'ai mon tag qui est mis en évidence. Pourquoi c'est un rond vert, un carré vert? Simplement, c'est une question du choix de votre thème.
Peut-être que chez vous, ça ne donne pas ça, mais en attendant, je dirais, c'est un projet, c'est un tag parce qu'il y a le dièse suivi du mot projet, sans espace entre les deux. Si maintenant je veux déconnecter ce dièse et lui empêcher de jouer son rôle d'indiquer un tag, je vais utiliser un caractère d'échappement que je vais mettre juste devant, et c'est en fait la barre de division inversée. Quand je fais ça, vous voyez que maintenant, je n'ai plus un tag et on voit apparaître la dièse parce que le symbole a été, je dirais, désarmé. Il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et vous voyez que la barre de division à l'envers, elle n'apparaît pas parce qu'elle a joué son rôle de faire apparaître le dièse. C'est la seule chose qu'on lui demandait. Faire une liste numérotée, non numérotée, on va commencer par celle-là, tiret espace pour tous les éléments que vous voulez. C'est facile. Liste avec numéro, numéroté. En fait, je prends l'habitude de toujours utiliser le 1. Pourquoi? Parce que Obsidian va faire son décompte en fonction de l'ordre de la séquence que vous avez. Donc si ici je mets 5, bien vous voyez que ça donne toujours un 2 à droite. Si je fais un 1 ici, eh bien c'est de nouveau, ça va donner un 3. Donc au total, ne vous fatiguez pas à trouver le bon numéro, vous tapez simplement des numéros 1 partout et vous avez une numérotation qui va bien s'effectuer. On remonte et on va voir ici quelque chose d'intéressant, les tâches. Alors on va prendre une chaîne de caractères comme ceci, je tire tiret, espace, parenthèse carré, espace, parenthèse carrée qui se ferme et un espace, et vous voyez que la tâche est créée. C'est un peu fastidieux, on va donc trouver une autre solution. C'est une solution qui était par défaut dans le système Obsidian auparavant, mais depuis lors ils ont déconnecté ce raccourci clavier, et ce raccourci clavier c'est commande return, commande retour à la ligne. Je tape une fois, j'ai une liste, je tape 2 fois, j'ai une tâche, je tape 3 fois, j'ai une tâche exécutée. C'est assez facile parce que tiret espace, parenthèse carré, encore un espace, c'est un peu fastidieux. La seule chose, c'est que vous devez configurer vous-même pour que ça fasse cela et vous pouvez choisir bien sûr le raccourci clavier que vous voulez. Comment fait-on? Raccourci clavier, je sais que le titre de cette commande contient le mot puce parce qu'elle s'appelle basculer entre puce et case à cocher. Vous voyez que j'ai ajouté commande Enter, CTRL Enter pour votre Windows si vous voulez. À partir de ce moment-là, ici, en faisant commande Enter, il va faire cette bascule entre liste, case à cocher, case cochée. D'accord? Mais si vous ne le mettez pas, ça ne va pas fonctionner et vous serez condamné à le faire à la main. Et c'est toujours un peu plus fatigant. Alors, il existe déjà dans mon coffre-fort, dans mon réseau de savoir, une note qui s'appelle exercice 1, note peu utile. On va maintenant l'utiliser pour construire des liens internes. Lien interne veut dire un lien à l'intérieur de mon réseau de savoir par opposition à un lien externe, c'est-à-dire vers Internet par exemple. Alors, on va maintenant ajouter un lien interne vers la note. Exercice 1, note peu utile. OK, double parenthèse carrée. Double parenthèse, pas triple parenthèse carrée. Je vais choisir le mot utile et j'ai exercice note un peu utile, double parenthèse carrée, le nom du fichier et voilà qui est fait, mon lien existe. Je vais maintenant faire la même chose, reprendre ce lien, je vais le déposer ici et je vais ajouter un alias. Pour ça je mets une barre verticale, un pipe comme on dit, c'est-à-dire chez moi c'est Shift Alt L qui me fait cette barre verticale. À vous de trouver à quoi ça correspond sur votre clavier dans votre système. Et je dois mettre exercice. Et vous voyez maintenant que mon lien est plus agréable. C'est le contenu du texte que j'ai ajouté à la fin. C'est plus lisible que ex1 note peu utile. Voilà, ça peut toujours servir. Ajouter un lien vers le titre résumé. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant parce que si je prends de nouveau ce même lien dans la note utile, note peu utile, je vais l'ouvrir ici. Vous voyez que j'ai un résumé, un contenu et une conclusion. Je vais maintenant, en fait, simplement ajouter une information. Je dois ajouter résumé, je vais appeler. Et pour le faire, j'appelle un dièse. Et vous voyez qu'il me propose l'ensemble des titres de niveau 1 ou de niveau 2. S'il y avait des niveaux 3, il me proposerait des niveaux 3. Et on m'a demandé résumé. Je mets résumé.
Et voilà, c'est un peu complexe comme ça, mais vous avez vu que ça s'est fait d'une manière assez simple. Je vais donc maintenant quitter ça et vous voyez qu'on ne voit pas la différence parce que c'est toujours le mot exercice qui est marqué. Si j'enlève l'alias, vous voyez exercice, etc. Et je vais sur résumé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais ajouter un résumé pour le lien, mais c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais simplement recopier. Et cette fois-ci, je vais mettre une barre verticale juste avant la fin. Barre verticale, résumé. Et vous voyez que maintenant, j'ai ce clic sur le résumé. Et si je clique dessus, eh bien, je vais aller ouvrir la note. Je vais le faire dans un autre indice. Vous voyez qu'en plus, il ouvre et il me montre la partie qui a été sélectionnée. On continue. Alors, ajouter un lien vers la citation et faites apparaître le contenu du lien. On va introduire cette notion de tiret ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est si je tape ici parenthèse carré, je tape utile pour identifier ma note, je vais à l'intérieur de mon lien, je tape ma dièse et je tape un petit chapeau, un accent circonflexe. Vous voyez que là, il me propose en plus des items, des titres, il me propose tous les paragraphes, tous les blocs qui sont disponibles dans cette note. Ici, on m'a demandé la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Je clique et vous voyez qu'en fait, il a ajouté un numéro. C'est un étrange numéro, mais si vous allez voir dans la note, vous voyez que par le simple fait d'avoir sélectionné ce bloc est distinct de ce bloc-là et de celui-là, etc., il a créé une sorte d'indice qui permettra de se référencer directement vers cette citation. Alors là, pour le moment, on voit ce lien. Je pourrais mettre un alias, bien sûr, mais ce qu'on m'a demandé, c'est de la faire apparaître, la citation. Je vais donc mettre un point d'exclamation. Et vous voyez que dans mon texte, dans la version finale, j'ai cette citation extraite d'une autre note qui apparaît textuellement sans faire apparaître véritablement le lien. Naturellement, si je clique ici, je peux ouvrir le lien et je vois avec ce formatage-là que c'est quelque chose qui a été intégré à partir d'une autre note. Ajouter un lien vers l'image Obsidian logo et le faire apparaître. Alors là, de nouveau, c'est la même chose. Parenthèse carré, parenthèse carré. Je vais taper logo Obsidian. Voilà mon logo qui est ici. Mais je ne vois apparaître qu'un lien et c'est tout à fait logique. Je mets un point d'exclamation et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'image qui apparaît à l'intérieur de mon texte. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour vous montrer les procédures de configuration pour faire cet exercice au mieux. Nous voici donc dans Obsidian. On va maintenant passer à ajouter un lien externe vers Google sans et puis avec alias. Alors c'est pas difficile. Je vais simplement taper https google.com et je ne dois rien faire d'autre. Le lien existe et vous voyez le petit symbole lien extérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire une autre format qui va mettre un alias en plus. Là, je vais simplement taper Google avec une parenthèse carrée simple et ensuite une parenthèse et là, je mets le lien. Je ne sais pas si je vais le mettre comme ça, si ça va fonctionner. On va voir tout de suite. Non, on dirait que non. Je vais donc retaper. Et là, vous voyez que c'est bien ce que j'ai fait apparaître ici qui apparaît. Je peux mettre moteur de recherche. C'est ça qui apparaît. Et le lien me pointe vers google.com. Alors, ajouter un call-out, ça c'est quelque chose d'intéressant. Je reconnais que je ne connais pas la syntaxe par cœur, par définition, parce qu'on a d'autres choses à retenir. Et ce n'est pas à ça que ça sert. Et pour cela, moi, ce que j'utilise, c'est un template, c'est-à-dire que je reviens à la ligne, j'ai un petit raccourci clavier pour dire ajouter un template, je choisis le template et je prends le callout essentiel, c'est celui que j'utilise le plus. Et vous voyez la syntaxe, ça me crée un très joli cadre avec l'essentiel et le texte. L'essentiel et le texte. On me demande d'écrire Markdown. Je vais dans mon texte, j'écris Markdown comme titre. On me demande d'écrire « C'est une question de pratique ». CTRL-C. Je vais taper «
c'est une question de pratique et vous voyez que tout apparaît comme ceci. Et donc la syntaxe, c'est le signal plus grand, je vais le faire devant vous, plus grand, espace, parenthèse carrée, un point d'exclamation et le nom de l'icône. Moi j'utilise à peu près toujours les mêmes, mais il y en a 2, 3 à connaître et ça vaut la peine. Donc voilà que j'ai fait mon icône, je vais taper mon texte et une fois que je suis là, c'est le contenu de mon call-out qui va être. Et vous voyez ici qu'il y a une soupe. Pourquoi? Parce que simplement, je dois mettre un espace qui permet de séparer ce qui est au-dessus de ce qui est en dessous. Vous voyez maintenant que mon SDS est bien autonome comme il doit l'être. On va reprendre cette syntaxe et je dois changer maintenant l'icône pour trouver des autres icônes. Je vais mettre ici et à la place de Summary, je vais mettre Type. Regardez ce qui se passe sur l'écran de droite. Vous voyez ici maintenant qu'on a ce petit symbole-là. Si je recopie de nouveau et que je le recopie ici, je vais taper FAQ. Et vous voyez que là, c'est un point d'interrogation et en plus, il y a un changement de couleur. On peut configurer tous ces formatages, les icônes et le choix des couleurs. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le but. Je vous invite à aller voir dans la documentation. Mais déjà, avec ça, vous avez, je dirais, des choses qui sont importantes. Et c'est suffisant comme ça pour pouvoir travailler. Au moins, vous aurez vu la syntaxe d'un call-out. Le but étant, effectivement, ici, de travailler sur le Markdown et toutes les extensions Markdown que nous offre Obsidian. Ajouter une note de bas de page, un fruit à côté du mot orange. Ok, j'ai orange ici. Et je vais ajouter mon footnote. J'utilise assez peu les footnotes, mais malgré tout, c'est intéressant de connaître la syntaxe. Vous mettez un petit espace pour faire un peu plus net, mais ce n'est pas obligatoire. Parenthèse carrée, et vous tapez votre texte, un fruit. Je ferme ma parenthèse carrée, voilà ma fenêtre qui part. Vous voyez ici que dans ma version définitive, j'ai bien un footnote. Si je clique sur le footnote, vous voyez que c'est un fruit qui apparaît ici en bas. Quand je clique ici, je reviens à l'endroit. C'est très pratique pour mettre des références par exemple. D'accord? Alors ici, on me demande d'ajouter une autre note de bas de page. Garder le médecin à distance, à côté de pomme. Je vais donc chercher ma pomme ici. Je vais taper espace, chapeau et je tape mon texte. Je ferme ma parenthèse carrée et vous voyez, comme par miracle, que de nouveau Obsidian, comme pour la liste, a renuméroté dans le bon sens. Je clique sur pomme et vous voyez, garde le médecin à distance. Je remonte, je clique sur orange et vous voyez que tout est bien en ordre. C'est très facile pour mettre vos références en bas de la page. Il y a une autre syntaxe, mais qui vous oblige à aller en bas de la page pour chaque fois aller écrire le texte. Ici, je pense que cette syntaxe est assez facile. C'est celle-là que je vous recommande. Exercice suivant, ajouter une autre note de bas de page. Garder le médecin, c'est ce qu'on a fait. Remarquez la numérotation, c'est ce qu'on vient de faire. Ajouter une note de bas de page qui contient un lien vers la note. Par exemple, la note, exercice 1, note peu utile. Je vais donc ici ajouter une note de bas de page, mais pour ne pas vous tromper dans la syntaxe, je vous conseille d'abord de mettre la note de bas de page, c'est utile, et puis de l'entourer par la syntaxe d'un bas de page, c'est-à-dire parenthèse carrée, parenthèse ouvrante carrée, et devant le petit chapeau qui va transformer, et vous voyez ici que ceci a construit cette note de bas de page. Vous voyez que dans le texte, tout le texte a disparu, il a été renvoyé dans le fond. Vous aviez bien un numéro 3 parce que j'en ai 2 au-dessus. Et quand je clique sur ceci, que je clique dans un nouveau tab, vous voyez que ça ouvre. Et donc ça peut être très utile pour renvoyer vos lecteurs ou vous-même à une autre note qui se trouve quelque part dans votre réseau de savoir. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec des liens extérieurs. Mais bon, personnellement, j'utilise assez peu. Donc voilà. Alors, les tables. Comment allons-nous faire une table? Eh bien, pour faire une table, je vais mettre titre. Je vais mettre une barre verticale. Je vais mettre titre. Je vais retourner à la ligne. Je vais mettre 3 petits tirets comme ça. Je ne sais pas si je dois mettre un espace. Je ne crois pas. 3 petits tirets comme ça. Et je mets contenu. Je mets comme ça. Et je mets ceci. Et voilà
que ma table est construite. C'est un petit peu fastidieux. Si vous voulez vraiment utiliser des tables souvent, je vous conseille vivement d'installer le plugin super intéressant qui s'appelle Advanced Tables, qui vous permettra de construire avec des raccourcis clavier, avec simplement des tabulations et des retours à la ligne. Il va vous construire la syntaxe. J'utilise assez peu les tables, je dois dire. On va terminer maintenant avec ajouter du code. C'est ce que vous allez utiliser avec DataView par exemple. C'est-à-dire que si je fais une requête DataView, si vous avez déjà utilisé le DataView, vous tapez les trois, je dirais, apostrophes à l'envers, vous écrivez DataView, vous mettez votre query et vous terminez par, attention qu'il faut qu'elle soit en début de ligne, on va tout de suite voir ça si c'est le cas. Oui, c'est comme ça. Vous voyez comme c'est comme ceci. Mais vous pouvez aussi travailler en Python. Vous pouvez aussi travailler en JavaScript. Et vous voyez que ça change à chaque fois. Hein. Vous pouvez travailler en JavaScript. Donc en fait, Obsidian accepte un certain nombre de langages avec même une mise en format de la syntaxe qui vous permet de débugger plus facilement. Mais voilà ce que vous allez utiliser principalement pour DataView si vous n'êtes pas dans la programmation. Ajouter un texte masqué. Ajouter un texte masqué, c'est la dernière option. C'est une option qui consiste simplement, vous mettez 2% et vous mettez masqué. Et 2% pour terminer. Et si je mets du texte avant, et si je mets du texte avant plutôt, et du texte après, vous voyez que en fait le texte masqué n'apparaît pas, ce qui permet de mettre des commentaires le cas échéant. Voilà, il y en a encore d'autres, mais disons qu'avec celle-là, vous avez plus qu'assez pour faire un excellent travail. Je vous souhaite des bonnes explorations et des splendides notes dans votre réseau de savoir. À bientôt, ciao!